Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On va parler de l'utilisation des énergies potentielles les plus fréquentes en mécanique et surtout la façon de les retrouver le plus rapidement possible, non pas à l'aide du calcul des travaux des forces, mais à l'aide du gradient. Alors l'idée de cette vidéo m'est venue parce que très souvent, dans les exercices de mécanique, pour trouver une position d'équilibre, on fait une étude énergétique, c'est-à-dire qu'on étudie en fait l'énergie potentielle associée aux différentes forces conservatives et si elles ne dépendent que d'un seul paramètre, pour trouver la position d'équilibre, c'est vraiment l'outil le plus commode. Ou même pour trouver l'équation différentielle d'un mouvement à un seul degré de liberté, on calcule l'énergie mécanique, donc il fait intervenir l'énergie potentielle, et on la dérive par rapport au temps pour trouver l'équation différentielle du mouvement. Donc l'énergie potentielle, l'énergie mécanique sont vraiment des outils auxquels il faut penser en premier dans un problème de mécanique à un seul degré de liberté. Très souvent dans les exercices, quand il faut utiliser les énergies potentielles, je vois beaucoup de candidats qui, pour calculer l'énergie potentielle, partent d'un bon sentiment, d'une bonne idée, mais ils veulent calculer l'énergie potentielle en fait à partir d'un travail élémentaire. Le travail élémentaire de la force, c'est moins la différentielle, la petite variation d'énergie potentielle, et c'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart du temps, en première année, on apprend à calculer les énergies potentielles parce qu'on ne dispose pas de l'outil mathématique qu'est le gradient. À la fin de la première année, en début de deuxième année, on voit que finalement une force conservative dérive de l'énergie potentielle par l'intermédiaire du gradient. F est égal à moins gradient de EP. C'est une relation tout à fait équivalente à celle-ci. Alors pour calculer les énergies potentielles dont on a besoin, il est beaucoup plus commode en fait de passer par le gradient que de calculer les travaux des forces. Je dirais même que cette première méthode de calcul des énergies par le travail direct de la force, elle est un peu à évacuer, elle a été un outil intermédiaire quand tu n'avais pas le gradient, mais maintenant que tu as le gradient, il faut en quelque sorte, pas l'oublier parce que c'est toujours intéressant, mais la mettre de côté. Autre chose que je voudrais dire sur l'utilisation des énergies potentielles, c'est que pour être vraiment le plus efficace possible dans tes examens, dans tes concours, à l'écrit comme à l'oral, il faut que tu aies en tête un catalogue de 5-6 énergies potentielles, que tu sois capable de les utiliser spontanément sur les exercices, c'est-à-dire que quand tu vois que tu as besoin d'une énergie potentielle, en fait tu la parachutes, et si tu maîtrises bien les différents ingrédients, la définition des différents termes de cette énergie potentielle, tu l'écris directement sur ton problème de manière à ne pas avoir à la redémontrer. Par contre, si on te demande une démonstration de l'énergie potentielle que tu as parachutée, il faut être capable de le faire. Mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'une fois que tu as bien appris la démonstration pour chaque énergie potentielle, eh bien du coup, tu peux refaire cette démonstration indépendamment de l'exercice, indépendamment du système de coordonnées, c'est surtout ça choisi dans l'exercice. Toi, tu arrives avec ton système de coordonnées pour déterminer l'énergie potentielle dont tu as besoin et après, tu adaptes cette formule au système d'axes, aux coordonnées qui te sont données dans tel ou tel exercice. Et c'est comme ça que je recommande d'utiliser l'énergie potentielle parce qu'une redémonstration dans des cas particuliers à chaque fois de la forme de l'énergie potentielle, ça, c'est vraiment pas efficace du tout. Et la plupart du temps, on n'a pas fini de calculer cette énergie potentielle, que le temps imparti est déjà terminé et qu'on n'a pas fait les choses vraiment intéressantes qui sont l'exploitation de l'expression de l'énergie potentielle. Alors j'ai écrit ici, je dirais, les 4 énergies potentielles les plus importantes dans la pratique des exercices: le poids, la tension d'un ressort, l'énergie potentielle de gravitation, on verra que là, en électrostatique, la force de Coulomb, c'est exactement la même formule, et la force d'inertie d'entraînement dans le cas de la rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel non galiléen. Donc je l'ai mis à la fin, donc ça c'est plus pour vraiment les deuxièmes années. Donc déjà ce que je conseille, c'est de connaître par cœur l'expression de ces 4 en particulier énergie potentielle
avec surtout les précautions d'usage et les définitions. Pour le poids, EP égale mgz. Il faut retenir que Z est orienté vers le haut. Peu importe l'origine de l'axe des Z, puisque on sait que l'énergie potentielle est définie à une constante près. Par contre, l'orientation de l'axe est très importante. Si Z est vers le bas, ce sera moins mgz. L'énergie potentielle du ressort. Alors j'ai fait toute une vidéo sur l'oscillateur harmonique et les ressorts. Je l'ai appelé « J'aime pas les ressorts » et j'explique en long, en large et en travers l'utilisation de cette formule T est égal à moins K longueur totale du ressort moins longueur à vide fois le vecteur unitaire U dirigé du point de fixation vers le point, donc l'extrémité mobile de ce ressort. Et donc l'énergie potentielle, c'est 1/2 de K longueur totale moins L0 au carré, ce qu'on appelle parfois l'allongement. Dans la vidéo sur l'oscillateur harmonique, j'insiste bien sur la difficulté de cette notation petit x, parce que petit x, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est l'allongement? Est-ce que c'est la longueur totale? Il faut faire très attention. Voilà pourquoi exprimer comme ça, l'énergie potentielle, longueur totale moins longueur à vide, on sait très précisément de quoi on parle. La gravitation, donc la force de gravitation, moins G, constante de gravitation universelle, produit des masses sur R au carré. L'énergie potentielle, moins G, produit des masses sur petit r. Attention, l'énergie potentielle en 1 sur R. La force d'entraînement, centrifuge, m oméga carré hm, où m est la projection orthogonale du point M sur l'axe de rotation, donc dans un référentiel non galiléen tournant à vitesse angulaire oméga constante. Donc c'est moins 1/2 de m oméga carré hm carré. Tu vas peut-être trouver un peu abusif le fait de balancer cette formule, mais crois-moi, dans beaucoup d'exercices, si tu sais ça, tu vas tuer l'exercice et tu vas être ultra efficace à condition de savoir redémontrer cette formule. Donc maintenant, on va passer le reste de la vidéo à calculer ces 4 énergies potentielles à partir du gradient de problème en cartésien, je dirais même unidirectionnel, très simple, un problème en sphérique et un problème en cylindrique. Donc avec ça, tu vas être armé dans l'utilisation du gradient. Et encore une fois, tu arrives sur l'exercice, tu parachutes ta formule d'énergie potentielle et si on te demande de le démontrer, alors tu fais les démonstrations qu'on va faire maintenant, tu les refais et l'examinateur, voilà, il est forcément content. Tu sais redémontrer l'expression de l'énergie potentielle que tu as utilisée. On commence par les exemples les plus simples. Donc P, le poids P est égal à mg, donc moins mg vecteur uz, puisqu'on a choisi d'orienter l'axe z vers le haut. Bon, j'ose même pas dire que voilà, il y a cette faute-là, enfin elle est vraiment grave, d'écrire moins mg avec la flèche pour dire que g est vers le bas, parce que le sens de g est contenu dans le vecteur. Donc le poids c'est mg, mais c'est moins mg sans la flèche uz, bon je l'ai quand même dit, c'est pas très grave. Alors, moins gradient de EP, donc ça fait moins d de EP sur dx, moins d de EP sur dy, moins d de EP sur dz. Comme il n'y a pas de composante de la force sur x et sur y, cela signifie que les dérivées partielles de EP par rapport à x et à y sont nulles, donc EP ne dépend que de z. Donc on peut directement écrire que ça fait moins d de EP sur dz vecteur uz. Alors attention, vecteur égale vecteur. Les forces, c'est des vecteurs. Scalaire égale scalaire. Les énergies potentielles, ce sont des scalaires. N'oublie pas les vecteurs unitaires. Donc, on aura moins mg égale à moins d de EP sur dz. On va mettre des plus. Et donc, EP par intégration égale mgz plus constante. Donc, voilà pour la première définition. Tu vois à quel endroit ça intervient que z est orienté vers le bas. C'est dans la projection du poids. C'est ce moins-là qui change de signe si tu orientes z vers le haut, mais si tu orientes z vers le bas, ce sera un plus. Alors, le ressort. Bon, alors on peut définir, donc, comme on a dit, un axe des x. Alors, je vais définir x comme étant non pas l'allongement, mais comme étant la longueur totale du ressort. Donc, longueur totale du ressort égale x, ça veut dire que je prends l'origine des x, non pas sur la longueur à vide, mais sur le point de fixation. Donc la tension T va s'écrire moins Kx
moins L0, puisque x n'est pas l'allongement, mais est la longueur totale, donc est égale à moins d2EP sur dx ux. On peut tout de suite écrire que ça fait ça par rapport au gradient. Et donc, il n'y a plus qu'à intégrer ça par rapport à x. Donc, EP de x est égal à 1 demi de k, x moins L0 au carré, avec x, la longueur totale, plus constante. Hein. Donc, voilà pour le ressort. Très simple, mais une formule très utile, à condition de bien maîtriser la signification de chaque terme. Donc, on va faire maintenant les deux exemples en cylindrique et en sphérique, d'abord avec la gravitation ou l'électrostatique, et donc ensuite les cylindriques. Donc la gravitation, on a un astre de masse grand M qui donc attire le point P, la planète P de masse petit m, donc avec la force moins G grand M petit m sur petit r carré, la distance entre les astres, vecteur ER, donc dans un système d'axe centré sur O, donc le vecteur ER des coordonnées sphériques. Je ne vais pas donner l'expression du gradient en sphérique la plus compliquée. On va simplement écrire la coordonnée du gradient qui est non nulle. Hein, c'est sur le vecteur ER. Alors, bon, j'ai fait une vidéo sur Nabla, hein, comment retrouver les coordonnées du gradient en sphérique, en cylindrique et en cartésien. Et voilà donc la signification physique du gradient. Je ne refais pas tout ça ici. Pour toi, dans les problèmes à symétrie sphérique, donc, eh bien, il faut que tu connaisses simplement cette expression en sphérique, mais avec uniquement une énergie potentielle qui ne dépend que de R, ni de θ, ni de phi en coordonnées sphériques. Donc, on a par identification d2EP sur dr est égal à g mm sur r carré. On intègre, alors attention au signe, hein, et attention aussi à ne pas dériver au lieu d'intégrer, comme on voit parfois. Donc plus constante, hein, donc on prend l'origine nulle de l'énergie potentielle à l'infini. Donc voilà l'expression pour la gravitation. Bon, en électrostatique, Q1, Q2, on sait que la force de Coulomb, c'est Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R carré ER. Donc on a le même calcul. Bon, la force elle peut être attractive ou répulsive suivant le signe du produit Q1, Q2. Mais c'est exactement le même calcul. Donc l'énergie potentielle, c'est Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 petit r, plus constante, qu'on prend généralement nulle également. Donc, en sphérique, très simple pour retrouver les énergies potentielles. Alors maintenant, le cas peut-être le plus délicat, quoique, c'est en coordonnées cylindriques. C'est en tout cas généralement celui qui est le moins bien maîtrisé par les étudiants, peut-être parce que c'est le plus nouveau. Et pourtant, cette formule rend de très grands services. Donc on a un point M soumis à une force d'inertie d'entraînement centrifuge, c'est-à-dire qui fuit l'axe, attention au sens, toujours centrifuge. Hein, quand tu es dans la voiture qui tourne dans le rond-point, tu es plaqué sur la portière extérieure au virage et tu non pas vers l'intérieur du virage, donc du bon sens. Ça, c'est centrifuge. Alors, FIE, donc l'expression, c'est M oméga carré HM. H, la projection orthogonale du point M sur l'axe de rotation. En réalité, on travaille en coordonnées cylindriques, puisque le vecteur, la force d'inertie d'entraînement est orientée selon le vecteur ER des cylindriques. Et le vecteur HM, c'est la distance R des cylindriques, c'est-à-dire la distance à l'axe, et non pas la distance au centre du repère comme en sphérique. Et donc ça fait moins D2EP sur DR ER. Et donc on peut intégrer ça tout simplement. Donc ça va faire moins M oméga carré R carré sur 2, en n'oubliant pas que R c'est HM, plus constante, hein, bien sûr, mais j'ai pris la constante égale à 0. Et donc voilà, avec ça, tu vas tuer tous les exercices à 1 degré de liberté en rotation, parce que voilà, bah, c'est très puissant comme formule d'énergie potentielle. Donc après, évidemment, il faut adapter avec le paramètre qui va être le paramètre choisi dans tel ou tel exercice. Mais voilà, des outils très puissants
pour calculer les énergies potentielles, non pas, je le répète, en intégrant le travail de la force, mais en utilisant le gradient directement. Donc tu mets de côté tout ce qui était pédestre, tout ce qui était intégration du travail, et tu travailles avec le gradient. Et quand tu arrives sur un exercice avec des énergies potentielles, tu as ton catalogue et voilà, tu appliques directement ces formules pour calculer l'énergie potentielle totale, somme des énergies potentielles. Tu dérives ça par rapport aux paramètres, tu as la position d'équilibre. Tu veux trouver l'équation différentielle du mouvement, tu additionnes l'énergie cinétique et tu dérives par rapport au temps. Et voilà, et ton problème est résolu. Voilà, et ben j'espère que ça t'a aidé. À bientôt.